La crise sanitaire ne saurait être réglée par la seule réponse militaire. Ma conviction profonde est qu'au-delà du militaire, il faut le développement économique. Fin de citation. C'est le déclic du président de la République qui a poussé au lancement du programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS, en juin 2022. Plus de 2 ans et demi après sa mise en place, le programme peine à changer le quotidien des habitants de cette région. Avec un budget initial de 326 milliards de francs CFA, le programme a vu son enveloppe passer de 361 milliards de francs CFA en 2023 après des sollicitations de financement additionnels. Présenté comme une initiative ambitieuse pour améliorer les conditions de vie des populations, le programme PURS s'apparente aujourd'hui à un programme parmi tant d'autres au Togo avec des résultats mitigés. Sur le plan d'accès à l'eau potable, si certaines infrastructures sont bien visibles dans certaines préfectures, d'autres localités par contre continuent de considérer l'eau potable comme un luxe. Concernant l'électricité, le réseau a été étendu à plusieurs villages. Cependant, les habitants capables de se connecter au réseau se font rares. Ce qui suscite de l'indignation dans la région aujourd'hui, c'est l'abandon du bitumage de la pénétrante de la nationale numéro 24, lancée en décembre 2023. Selon le site d'information labali.com, plusieurs ouvrages dans la région, lancés en grande pompe avec des délais annoncés avec assurance, sont aujourd'hui au mieux au ralenti, dépassant de plusieurs mois les échéances et au pire, simplement abandonnés. La pénétrante de la nationale numéro 24 et la rue des femmes prouvent à suffisance que le programme n'échappe pas à la coutume d'abandon de chantier. Prévu pour durer 8 mois, 1 an après, les routes sont toujours sous terre, plongeant la population dans le désarroi et l'inquiétude en attendant la prochaine saison pluvieuse. La première session des assises ouvertes à Lomé le 20 janvier dernier se poursuivent à la cour d'appel de Lomé. Les premiers verdicts commencent à tomber. Ce mercredi, ce fut le procès opposant le ministère public au nommé Fofo, cultivateur de son état. Dans les débats, Fofo a empoisonné tour à tour toutes ses 3 épouses et les a enterrées seules dans sa ferme. Le dernier forfait a été découvert en février 2016, le corps sans vie et en décomposition de sa 3e épouse Enyovi. Vendeuse de poissons, Enyovi vendait de maison en maison aux habitants de sa localité avant de disparaître un jour sans trace. Le mari Fofo s'est dépêché auprès de sa belle famille pour annoncer la disparition de leur fille Enyovi. Intriguée, la famille a entrepris la recherche de leur fille avec l'appui du chef de la localité. La recherche a conduit à la découverte du corps de Enyovi avec ses 2 jambes amputées. Avisée, la gendarmerie de la localité a poursuivi les fouilles et a découvert dans la même tombe de Enyovi un crâne humain et un autre corps avec des effets personnels. À la barre, Fofo a reconnu les faits. Sa motivation, Fofo soupçonnait ses 3 épouses successives de le tromper avec un même et certain Maussi. Ne pouvant attaquer celui-ci directement, il a jugé bon d'assassiner ses propres femmes en leur faisant boire une décoction empoisonnée présentée comme une boisson locale. À l'issue des débats, la Cour a retenu contre Fofo les charges d'empoisonnement et d'assassinat. Vu la gravité des faits, il n'a pas bénéficié de circonstances atténuantes. Il est condamné à 50 ans de réclusion criminelle avec une amende de 25 millions à verser au fils d'une victime et de 7 millions à verser à la sœur d'une autre. Quant à la famille de Enyovi, elle n'a voulu rien réclamer à l'accusé. Le continent africain constate des avancées dans son combat de lutte contre le paludisme. Selon les chiffres de l'Alliance pour la prévention du paludisme, plus de 2 milliards de moustiquaires imprégnés sont distribués en Afrique subsaharienne depuis 2004. Toutefois, ces progrès sont très variables. Ainsi, entre 2019 et 2023 par exemple, 8 pays sur le continent ont enregistré de très fortes hausses de leur nombre de cas de paludisme. Il s'agit entre autres du Nigeria, de la RDC, du
Mali ou encore du Cameroun. Mais dans certains pays, à l'instar du Rwanda ou du Botswana, l'on observe une réelle diminution de la maladie. Malheureusement, les dernières données de 2023 démontrent que 569 000 personnes sont décédées de la maladie sur plus de 246 millions de cas recensés. En dépit des progrès, le combat est loin d'être gagné puisque l'Afrique reste et demeure l'épicentre de la maladie. Le 21 janvier, les États-Unis ont officiellement annoncé le retrait de l'Organisation mondiale de la santé, invoquant des désaccords sur la gestion de la pandémie et une influence jugée excessive de la Chine. Prévu pour 2026, ce retrait suscite une vive inquiétude, notamment en Afrique, où les programmes sanitaires dépendent largement du soutien international. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a exprimé sa consternation, rappelant le rôle déterminant des États-Unis, notamment dans la création du CDC Afrique, un partenaire clé dans la lutte contre les pandémies sur le continent. Aujourd'hui plus que jamais, le monde dépend de l'OMS pour garantir la sécurité sanitaire mondiale. Nous espérons que le gouvernement américain reconsidérera sa décision, a déclaré Moussa Faki. L'Union européenne, des ONG et des experts ont exprimé leurs préoccupations face à l'affaiblissement potentiel de la coopération mondiale en matière de santé. L'OMS, quant à elle, a regretté ce départ, rappelant le rôle crucial des États-Unis depuis sa création en 1948. Mais au-delà des regrets, ce retrait pose une question cruciale. L'Afrique peut-elle se passer d'un soutien extérieur en cas de crise sanitaire? Si aujourd'hui la décision américaine provoque une onde de choc, qu'en serait-il si l'OMS elle-même venait à ne plus exister? Le continent pourrait-il se prendre en charge seul face aux défis sanitaires? La dépendance aux financements internationaux met en lumière l'urgence pour l'Afrique d'investir dans ses propres infrastructures sanitaires. Une autonomie effective est indispensable pour réduire la vulnérabilité du continent face aux bouleversements mondiaux. Ce retrait des États-Unis doit être un signe d'alerte, rappelant que l'avenir de la santé publique en Afrique repose sur des choix stratégiques et audacieux. La panique s'est répandue à Goma, en République démocratique du Congo, jeudi. Les rebelles du M23 se sont rapprochés progressivement de la plus grande ville de l'Est du pays, alors qu'ils combattent l'armée nationale. Des bombes ont été entendues dans les banlieues éloignées et des centaines de civils blessés ont été amenés à l'hôpital principal depuis les villes et villages voisins. Les bombes ont commencé à 3 h du matin à Mubambiro et Sake. Lorsque nos soldats ont commencé à fuir la ville, nous avons également été contraints de fuir. Nous avons vu des gens se faire tuer par les bombes, mais nous avons pu nous échapper. Les villages de Mubambiro et Sake sont situés à 25 km de Goma. La situation à Sake reste floue, certains habitants affirmant que les rebelles se sont emparés de la cité. De nombreux habitants de Sake ont rejoint les quelques 178 000 personnes qui ont fui l'avancée du M23 au cours des 2 dernières semaines. Lorsque le M23 est entré dans Sake après avoir attaqué avec des bombes, j'ai été obligé de fuir avec mes enfants. Quand je suis arrivé au marché, une bombe est tombée à côté de nous. Les gens sont morts sur le coup. Des milliers de personnes fuient vers Goma ou même au-delà en traversant la frontière du Rwanda. Les blessés affluent en masse à l'hôpital CBCA Ndosho et plusieurs écoles ainsi que des boutiques ont fermé leurs portes. En Afrique du Sud, 25 familles et survivants de crimes politiques de l'apartheid ont porté plainte contre le président Cyril Ramaphosa et son gouvernement. Ils dénoncent l'absence d'enquêtes approfondies et de justice pour des centaines de crimes graves commis sous le régime ségrégationniste. Déposée à la haute cour de Pretoria, la plainte réclame 167 millions de rands, soit près de 9 millions de dollars, et exige notamment une commission d'enquête sur les ingérences politiques ayant bloqué ces affaires.
Parmi les cas emblématiques figure celui de Cradock Ford, 4 militants anti-apartheid assassinés en 1985. Malgré le refus d'amnistie par la commission Vérité et Réconciliation, aucun responsable n'a été jugé. Les plaignants affirment que des décisions exécutives auraient délibérément stoppé ces enquêtes entre 2003 et 2017. Le gouvernement rejette ces accusations, mais les familles estiment que ce blocage prive des générations actuelles de justice. Ils espèrent financer, grâce à cette action, des enquêtes et des commémorations. En Espagne, plus de 550 migrants sont arrivés aux îles Canaries ces derniers jours. Ils ont franchi des milliers de kilomètres depuis l'Afrique de l'Ouest. Ces traversées dangereuses à bord de bateaux de fortune continuent de faire des ravages sur la route migratoire. Les Canaries, un archipel situé au large de l'Afrique du Nord, enregistrent chaque mois des arrivées massives de migrants, principalement venus de Mauritanie. En janvier, plus de 3400 personnes ont atteint l'Espagne par voie maritime, un phénomène qui se poursuit depuis plusieurs années, avec plus de 61 000 migrants arrivés en 2024, dont près de 47 000 aux Canaries. Malgré les risques, la traversée de l'Atlantique reste une option pour de nombreuses personnes. Et pour échapper au contrôle et atteindre les îles, la majorité des migrants empruntent des trajets longs de plusieurs jours, souvent au prix de leur vie. En 2024, les ONG ont rapporté des naufrages tragiques, dont celui d'un bateau qui a fait 50 morts. Un juge fédéral a bloqué temporairement le décret de Donald Trump redéfinissant le droit du sol. Le juge John Kuhnhauer a estimé que ce décret enfreignait clairement la Constitution des États-Unis lors de la première audience dans le cadre d'une action menée par plusieurs États pour contester le décret. Nous sommes venus au palais de justice aujourd'hui pour défendre la Constitution des États-Unis, pour défendre la démocratie en Amérique et pour défendre ce que signifie être un citoyen américain. Nous sommes ravis que le tribunal ait compris le sérieux et l'urgence des plaintes et des demandes d'injonction temporaire déposées par les États de Washington, de l'Oregon, de l'Arizona et de l'Illinois. Et nous sommes ravis que le juge ait émis une injonction temporaire ordonnant au gouvernement des États-Unis de ne prendre aucune autre mesure et de ne pas appliquer le décret anticonstitutionnel et anti-américain visant à supprimer le droit à la citoyenneté de naissance en Amérique. Cette restriction temporaire du décret présidentiel demandé par l'Arizona, l'Illinois, l'Oregon et l'État de Washington est la première à faire l'objet d'une audience devant un juge. Il s'agit d'une des 5 actions en justice menées par 22 États avec l'appui d'associations de défense des droits des immigrés à travers le pays. Au moins 242 millions d'enfants ont manqué l'école l'an dernier en raison de conditions météorologiques extrêmes. Selon un nouveau rapport du Fonds des Nations pour l'enfance publié vendredi, des millions d'enfants de 85 pays ont vu leur scolarité interrompue en 2024 à cause de vagues de chaleur, de cyclones ou encore d'inondations. Certains pays ont vu des centaines de leurs écoles détruites par les intempéries, les pays à faible revenu d'Asie et d'Afrique subsaharienne étant particulièrement touchés. En plus des inondations et des cyclones qu'ont connus les pays d'Asie et d'Afrique, ce sont les vagues de chaleur qui ont été le principal risque climatique ayant entraîné la fermeture d'écoles en 2024. Des mois de sécheresse en Afrique australe, exacerbés par le phénomène climatique El Niño, ont notamment menacé la scolarité et l'avenir de millions d'enfants. Mais d'autres régions n'ont pas été épargnées par les conditions météorologiques extrêmes, comme les pluies torrentielles et les inondations qui ont frappé l'Italie vers la fin de l'année et qui ont perturbé la scolarité de plus de 9000 enfants. En Espagne, des milliers d'élèves ont dû interrompre leurs cours à la suite d'inondations catastrophiques. Carlo Ancelotti a mis fin aux rumeurs concernant un départ de Vinicius Junior pour la Saudi Pro League. Malgré des offres alléchantes, le joueur brésilien reste déterminé à écrire l'histoire avec le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole est rassuré. Vinicius, 24 ans, est heureux à Madrid et souhaite poursuivre sa carrière au sein de l'équipe. Ancelotti a souligné l'importance de la stabilité et de l'ambition de son joueur. J'ai un contact direct avec mon joueur.
Et je suis certain qu'il est très heureux ici. Et surtout qu'il veut entrer dans l'histoire avec le Real Madrid. Tout le monde ici pense comme lui. Nous sommes tous heureux et nous voulons entrer dans l'histoire. Vinicius a récemment atteint les 100 buts avec le Real, ce qui l'a propulsé à la 3e place des meilleurs buteurs brésiliens en Ligue des Champions avec 28 buts.